À la prochaine conférence est par le Dr Gilles Bélanger d'Agriculture agroalimentaire Canada à Québec. Elle va porter sur la gestion des coupes. Gilles est chercheur scientifique à Agriculture et agroalimentaire Canada. Ses activités de recherche portent principalement sur la croissance et la qualité des plantes fourragères, la gestion des éléments nutritifs, la survie à l'hiver des plantes agricoles pérennes et l'impact des changements climatiques. Entre autres, ces recherches ont mis en évidence l'impact de la gestion de la coupe sur le rendement, la valeur nutritive et la persistance de plusieurs espèces fourragères cultivées au Québec. Gilles est aussi professeur associé à l'Université Laval et a collaboré à la rédaction de plusieurs publications de recherche. Gilles a reçu cette semaine le Leadership Award émis par le Canadian Forage and Grassland Council. Alors, je lui cède le plancher. Merci. Merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de gestion de coupe. Déjà, Chaptal-Bettman a introduit un peu le sujet avec le dactyle dans les essais qui ont été faits en Colombie-Britannique. Donc, la gestion de coupe, comme vous le savez, c'est un élément important dans la gestion des plantes fourragères, qui inclut évidemment aussi le choix des espèces, des mélanges des cultivars. Ça va être discuté cet après-midi, entre autres, par Carole Lafrenière. Aussi, la fertilisation, qui est important, et Chaptal-Bettman en a parlé. Donc, moi, je vais focaliser ma présentation ce matin sur la gestion de coupe. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées qu'on se fait poser ou qui sont posées lorsqu'on parle de gestion des coupes. Évidemment, il y a le nombre de coupes qu'on peut prendre. Chaptal-Bettman en a parlé un petit peu dans le contexte de la vallée de la Fraser. On peut se poser, dans ce cas-là, ça peut être dans certaines régions 2, 3, 4 ou peut-être même 5 coupes dans certaines régions du Québec. On peut se demander aussi quand couper, surtout pour la première coupe pour une espèce comme la luzerne, est-ce qu'on devrait couper au stade début bouton, début floraison? Évidemment, quand on parle de régie de coupe, on doit parler de la régie de coupe à l'automne parce que c'est un élément important pour les cultures pérennes. Et finalement, je vais parler assez rapidement de la hauteur de coupe vers la fin de la présentation. Avant de présenter des résultats de recherche qui vont nous aider à répondre à certaines de ces questions, il y a deux concepts importants qu'on doit comprendre pour bien saisir l'impact de la régie de coupe sur trois paramètres importants, évidemment le rendement, la qualité et la persistance. Le premier concept, c'est qu'il y a une relation négative entre le rendement et la valeur nutritive pendant les cycles de croissance. Lorsque le rendement augmente, la valeur nutritive diminue. L'autre concept important, et ça je vais y revenir avec quelques diapositives, l'autre concept important, c'est le cycle des réserves. Pendant la croissance, il y a des réserves qui s'accumulent dans les parties pérennes de la plante, les racines, le pivot, le collet, le plateau de talage pour les graminées. Et ces réserves-là sont essentielles pour le regain et pour la survie hivernale. Donc, deux concepts importants. Je vais y aller un peu plus en détail. Le premier, bon, c'est des choses que vous connaissez sans doute assez bien. Lorsqu'on prend un exemple ici avec la fléole des prés et qu'on va du stade montaison au stade début floraison au cours d'un cycle de printemps, évidemment, le rendement augmente. Il y a de la croissance, le rendement augmente. Pendant que le rendement augmente, la teneur en protéines brutes diminue. Et la digestibilité de la fibre NDF diminue. J'aurais pu aussi illustrer la teneur en NDF qui, elle, augmente. Donc, on voit bien cette relation négative entre rendement et valeur nutritive au cours d'un cycle de croissance. On peut, si on veut, quantifier ces évolutions, comme je l'ai fait ici. Donc, du stade montaison au stade de la floraison, le rendement augmente d'environ 1 tonne jusqu'à 1 tonne de matière sèche à l'hectare par semaine. Et en même temps, la digestibilité, elle, diminue d'environ 4 unités de pourcentage par semaine. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce qui arrive si vous devez récolter une semaine plus tard. Donc, vous allez peut-être gagner jusqu'à 1 tonne. Par contre, vous allez perdre 4 unités de pourcentage de digestibilité. À l'inverse, si vous pouvez récolter une semaine plus tôt, vous allez perdre 1 tonne de rendement, jusqu'à 1 tonne de rendement, et vous allez perdre à peu près 4 unités de digestibilité, 4 unités de pourcentage. Bon, pour la luzerne, c'est la même chose. Donc, si on prend ici la luzerne en fonction du nombre de jours suite à la coupe, donc le nombre de jours de repousse, le rendement augmente.
pendant que le rendement augmente, la teneur en fibre augmente aussi, la digestibilité de la fibre NDF diminue et la digestibilité de la matière sèche, de l'ensemble du fourrage, diminue aussi. Donc, encore là, relation négative entre rendement et valeur nutritive pendant les cycles de croissance. Et ça s'explique en bonne partie par le fait que la proportion de feuilles dans le fourrage pendant la croissance diminue, on le voit à l'extrême droite. Et comme les feuilles sont moins digestibles et qu'elles ont une teneur en fibre plus faible que les tiges, si on diminue la proportion de feuilles, on va avoir pour effet d'augmenter la teneur en fibre du fourrage et d'en diminuer la digestibilité. Une autre façon d'exprimer cette relation négative, c'est en exprimant la digestibilité en fonction du rendement. Dans ce cas-ci, je l'ai fait pour deux espèces à partir de résultats qu'on avait ici à Québec. La fléole des prés en rouge et la fétuque élevée en vert. Donc, on voit que pour les deux espèces, il y a une diminution lorsque le rendement augmente au cours du cycle de croissance. Donc, du 6 juin au 27 juin, il y a une diminution de digestibilité. Et le point important que je voulais mettre ici, c'est que cette évolution de la digestibilité avec l'augmentation de rendement peut varier entre espèces. Donc, il y a certaines espèces fourragères, comme la fétuque élevée ici, qui a une diminution un peu moins rapide par rapport à celle de la fléole. Donc, cette diminution ou cette relation négative, on l'observe pour toutes les espèces fourragères, mais l'évolution peut varier d'une espèce à l'autre. Ce que je vous ai présenté jusqu'à date, des résultats sur la luzerne, sur la fléole, sur la fétuque, donc des espèces en monoculture. Le même phénomène se produit, donc cette relation négative, rendement, valeur nutritive, lorsqu'on a des mélanges. Je n'avais pas de résultats d'essais qui ont été faits dans l'Est du Canada, mais j'avais des résultats d'un collègue français qui, lui, travaille dans les pâturages de montagne dans les Pyrénées, et il a regardé aussi la relation entre la digestibilité et le rendement au cours d'un cycle de croissance sur deux types de végétation. Je ne rentrerai pas dans les détails sur les types de végétation, mais c'est des types de végétation avec plusieurs espèces, et on voit que cette relation négative-là s'applique aussi lorsqu'on a des pâturages avec plusieurs espèces. Donc, cette relation négative entre rendement et valeur nutritive, c'est un compromis incontournable, on n'a pas le choix. Et en pratique, ce que ça veut dire, c'est que si vous réduisez l'intervalle entre les coupes, vous allez nécessairement avoir une meilleure valeur nutritive, mais vous allez aussi avoir un moins bon rendement. Maintenant, le deuxième concept que je voulais introduire, c'est celui du cycle des réserves. Comme je l'ai dit plus tôt, pendant la croissance, il y a une accumulation de réserves dans les racines ou les parties pérennes de la plante, pivots, collets, plateaux de talage. Ces réserves-là sont de deux types. Il y a des réserves qu'on dit carbonées, c'est essentiellement des sucres qui s'accumulent. Et il y a également des composés azotés, donc de l'azote qui s'accumule dans les parties pérennes de la plante. Et ces réserves-là sont utilisées après la coupe ou au printemps pour assurer le regain. Pour produire de nouvelles feuilles au printemps ou après une coupe, on a besoin d'énergie, donc de sucre et d'azote pour produire les premières feuilles qui, elles, vont se mettre à faire de la photosynthèse et la plante va devenir à ce moment-là autonome. Mais pour que le regain se fasse, on a besoin de ces réserves-là. Et ces réserves-là sont aussi importantes pour la survie hivernale, pour assurer une bonne persistance. Donc, ce cycle des réserves-là est particulièrement important à l'automne. Donc, on a besoin d'une bonne accumulation de réserves carbonées et azotées au cours de l'automne. Et c'est un peu à partir de ça que des collègues dans les années 70, des années 80, ont développé ce concept de période critique de repos automnal à l'automne, dans laquelle on disait, bon, il ne faut pas récolter la luzerne pour une période d'à peu près 5 à 6 semaines avant la première gelée mortelle. Et cette période-là était définie à partir de dates de calendrier. Et pour le Québec, en moyenne, c'était entre le 1er septembre et le 15 octobre. Évidemment, ça variait d'une région à l'autre, du nord au sud. Donc, dans les régions plus au nord, la période de repos automnal était plus tôt, mais dans les régions plus au sud, elle était un petit peu plus tard. Donc, ce concept-là, qui a été bien accepté dans le monde agricole, a été revu dans les années 90 par des équipes américaines et par nos travaux de recherche, puis je vais y revenir plus tard dans la présentation. Donc, c'était les deux concepts importants à garder en tête lorsqu'on parle de régie de coupe. Donc, je reviens maintenant aux questions que j'avais posées initialement dans la présentation. Et pour les prochaines minutes, je vais vous présenter des résultats de recherche pour essayer de bien illustrer l'impact de ces pratiques de gestion sur le nombre de coupes, quand coupées, et l'impact de la coupe à l'automne.
Donc, la première question c'était par rapport au nombre de coupes, et je l'ai pris un peu de la façon en disant c'est quoi l'impact de prendre une coupe additionnelle? Donc, si on est dans une région où habituellement on prenait 2 coupes, si on en prend une troisième, ou dans une région à 3 coupes, si on en prend une quatrième. Donc, c'est un peu dans cet angle-là que j'ai essayé d'approcher la question. Pour ça, j'ai utilisé des résultats de recherche de l'Est du Canada. On n'a pas toujours tous les résultats de recherche qu'on aimerait avoir pour répondre à toutes les questions, mais je pense qu'avec ce qu'on a là, ça va vous permettre de mieux comprendre l'impact d'une coupe additionnelle. C'est des essais qui ont été faits dans les années 80 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Fredericton, juste pour vous situer en termes climatiques, ça se compare en termes de cumul de degrés jour à Nicolette. Donc, c'est un peu le centre du Québec. À ce moment-là, ce qui nous intéressait, c'était de savoir si on pouvait prendre une troisième coupe de luzerne et quand est-ce qu'on pouvait prendre cette troisième coupe. Donc, la première stratégie qu'on voit en haut, donc c'était la stratégie de récolte conservatrice qui existait à ce moment-là. Une première coupe au stade début bouton et une deuxième coupe autour du 1er septembre. Donc, si on voulait prendre une troisième coupe, la première stratégie qu'on a regardée, c'était de se dire, on va prendre 3 coupes, mais avant le 1er septembre, qui correspondait au début de la période critique de repos automnal. Donc, c'est ce qu'on a sur la deuxième ligne, une stratégie où on prend une première coupe au stade début bouton, donc de façon assez agressive, avec des intervalles relativement courts entre la première et la deuxième et la troisième. Et sur ça, on a mesuré le rendement pendant 4 ans. Donc, on a fait ces traitements, ces stratégies de coupe-là pendant 4 ans, et on a mesuré le rendement, et on a aussi mesuré la digestibilité que vous avez à votre droite. Donc, ce qu'on voit en moyenne sur 4 ans, lorsqu'on a pris 3 coupes avant le 1er septembre, avec une première coupe au stade début bouton, on a eu un rendement qui était inférieur à un système à 2 coupes. Donc, ça reflète un petit peu ce que Chaptal Bittman a présenté sur le dactyle. Par contre, en termes de digestibilité, le fourrage, en moyenne, sur 4 ans, était beaucoup plus digestible lorsqu'on avait pris 3 coupes avant le 1er septembre, avec une première coupe au stade bouton, que si on avait pris seulement 2 coupes. Donc, il y avait un gain une perte en termes de rendement, mais évidemment un gain en termes de digestibilité. Donc, 3 coupes avec des intervalles courts, on pourrait se penser 4 coupes dans certaines régions où c'est possible avec un intervalle court, ça diminue le rendement et ça permet évidemment d'augmenter la digestibilité. L'autre option, au lieu de prendre, si on veut prendre 3 coupes avant le 1er septembre, c'est de prendre prendre 3 coupes avant le 1er septembre, c'est de prendre la première coupe au stade début floraison, mais d'avoir des intervalles plus courts entre la première et la deuxième et la troisième coupe. Donc, c'est ce qu'on a fait dans les 2 scénarios qui sont présentés plus bas. Dans ce cas-là, en prenant la première coupe au stade début floraison, ça nous a permis d'avoir un rendement plus élevé que si on avait pris la première coupe au stade début bouton. Par contre, il y a eu, comme vous pouvez le voir en termes de digestibilité, une légère diminution par rapport avec un système où on prenait 3 coupes avec une première coupe au stade début bouton. Donc, de prendre la première coupe au stade début floraison, ça nous permettait d'avoir un rendement un petit peu supérieur, mais par contre, on perdait en termes de digestibilité. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, une première coupe au stade début bouton, en général, ça cause une diminution de rendement, mais ça permet toujours d'augmenter la digestibilité. L'autre option, c'était de se dire, bon, si on oubliait la période de repos automnal, puis qu'on avait un système dans lequel on prenait une première coupe au stade début bouton, une deuxième au stade floraison, puis une troisième au stade floraison. Donc, on y allait de façon agressive en première coupe, mais on gardait des intervalles plus longs entre la première et la deuxième à la troisième. Quand on regarde ce système-là par rapport à un système où on avait nos 3 coupes avant le 1er septembre, on a un rendement qui est plus élevé et on a une digestibilité qui se rapproche énormément d'un système à 3 coupes avant le 1er septembre et une première coupe au stade début bouton. La même chose, si on prend une première coupe au stade début floraison, en allongeant les intervalles entre la première et la deuxième et la troisième, c'est ce qu'on voit dans la ligne du bas, ça nous permet d'avoir un très bon rendement, mais une digestibilité qui se rapproche d'un système où on essaie de prendre les 3 coupes avant le 1er septembre. Donc, ce que vous voyez là, c'est un peu une série de stratégies possibles de régie de coupe.
si on veut prendre une coupe additionnelle avec l'impact que ça peut avoir sur le rendement et la digestibilité. Comme je l'ai dit plus tôt, ça, c'est des moyennes sur 4 ans de production, donc ça couvre quand même une période assez longue. Si votre intérêt est d'augmenter le rendement, d'avoir un rendement élevé, la stratégie qui est la plus intéressante, évidemment, c'est la dernière, où on prend toutes nos coupes au stade début floraison. C'est ce qui nous donne le rendement le plus élevé. Par contre, avec une digestibilité moyenne, si votre objectif est d'avoir une valeur nutritive très élevée, une digestibilité très élevée, votre meilleure stratégie, c'est d'aller avec la deuxième ligne. On prend une première coupe au stade début bouton et on a des intervalles courts après. Par contre, vous avez beaucoup moins de rendement. Il y a une stratégie un peu intermédiaire qui peut être intéressante, c'est de prendre la première coupe au stade, donc c'est la troisième ligne, prendre la première coupe au stade début bouton, la deuxième à la floraison et la troisième à la floraison, ce qui donne un rendement un peu intermédiaire, mais une très bonne digestibilité. Donc là, j'ai parlé de la luzerne parce que c'est souvent l'espèce sur laquelle on a le plus de questions par rapport à la régie de coupe, mais on peut se poser la question aussi pour d'autres espèces fourragères qui sont recommandées et cultivées au Québec. Le trèfle rouge, est-ce qu'on peut prendre 3 coupes de trèfle rouge plutôt que 2? Il n'y a pas énormément de résultats qui existent, mais il y avait une étude qui a été faite par Bruce Kuhlman à l'Université McGill dans les années 80. En fait, ils ont répété la même étude 3 fois, donc je présente ici la moyenne des 3 expériences. Donc, il y a un système à 3 coupes avant le 1er septembre et un système à 2 coupes. Et on voit qu'il n'y a pas d'effet important du système à 3 coupes. Les rendements sont peut-être légèrement inférieurs en première et deuxième année de production. Et à la fin de l'étude, la couverture, donc la présence du trèfle rouge dans le couvert, était aussi relativement bonne. Donc, dans ce cas-là, au sud du Québec, une 3e coupe avant le 1er septembre n'a pas semblé avoir d'effet négatif important sur le rendement et la persistance du trèfle rouge. La fétuque élevée, une autre espèce qui est une espèce qui est plus nouvelle au Québec, qui est plus cultivée dans la vallée de la Fraser en Colombie-Britannique, mais qui est une espèce d'intérêt aussi, je pense, pour le Québec. Et Rénal Drapeau-Normandin a regardé l'impact de l'intensité des coupes sur le rendement sur 3 années de production. Donc, il avait un système à 2 coupes, à 3 coupes et à 5 coupes. On voit qu'en prenant plus de coupes, il n'y a pas vraiment de bénéfice en termes de rendement, et même que dans la 2e et la 3e année de production, il y avait une diminution de rendement. Donc, on avait moins de rendement si on prenait 3 coupes, 5 coupes que si on en prenait 2. Donc, il y avait un affaiblissement du couvert dû à l'intensité des coupes. Finalement, la fléole des prés, le mille, encore là, c'est une espèce qui assez souvent est récoltée avec 2 coupes par année. Il y avait un collègue, encore là, il n'y a pas énormément de résultats sur la régie de coupe de la fléole des prés dans l'Est du Canada, mais il y avait cette étude qui était faite par Tapani Cornelius à Charlottetown, dans laquelle il voulait regarder l'impact des différentes dates de première coupe sur le rendement et la digestibilité de la fléole des prés. Et donc, il a pris une première coupe à partir du 1er juin, donc essentiellement le stade végétatif de la fléole, jusqu'au 28 juin, avec 2 coupes par année, sauf pour là où il a pris une première coupe le 1er juin, il a pris 3 coupes par année. Encore là, ce qui est présenté ici, c'est des résultats, des rendements moyens sur 4 ans, donc ça couvre l'ensemble de la durée de vie de la prairie de fléole. Et on voit que le rendement, avec 3 coupes par année, il y a une première coupe le 1er juin, était relativement bon. Comparativement, il y a une régie plus conservatrice, qui serait peut-être avec une première coupe le 19 juin, qui est à peu près le stade de début piaison. On voit qu'il y a un rendement très bon. Et ça a permis d'avoir une digestibilité qui était plus élevée par rapport à une régie où on prenait une première coupe le 19 juin et seulement qu'une 2e coupe par après. Ce qui était assez étonnant dans l'étude, c'est que la survie de la fléole n'a pas été affectée par une première coupe le 1er juin. La couverture, après les 4 ans, à la fin des 4 années de l'étude, la couverture de fléole ou la présence de fléole dans la prairie était excellente, avec 92 %. Donc, ça nous montre qu'on peut, avec la fléole des prés, dans certains cas, y aller de façon plus intensive, sans avoir d'impact très négatif sur le rendement et pouvoir améliorer ainsi la digestibilité. Donc, j'ai parlé essentiellement avec les résultats que j'ai présentés de l'impact du nombre de coupes ou d'une coupe additionnelle, et on a aussi regardé l'impact de prendre une coupe au stade début bouton dans le cas de la luzerne. Ce que je vais présenter dans les prochaines minutes, c'est l'impact ou l'effet de la coupe à l'automne, essentiellement sur la luzerne.
Et la question qui était posée dans ce cas-ci, c'était de savoir si on prend une troisième coupe et qu'on prend cette coupe-là au cours de l'automne, quel devrait être l'intervalle entre la deuxième et la troisième coupe, qui est une coupe à l'automne. Donc, dans ce cas-ci, c'est un essai qui a été fait à Normandin, avec un semis en 1996, avec le cultivar AC Caribou. Et les intervalles entre les coupes, on les exprimait en degrés-jours de croissance, donc soit des intervalles de 400, 500 et 600 degrés-jours. Juste à titre d'information, 500 degrés-jours, c'est à peu près 50 jours. Donc, la première année, en 1997, donc la première année de production, en prenant une troisième coupe, on est allé chercher, et ce que je présente là, c'est les rendements annuels. En prenant une troisième coupe, on va chercher 1,5 tonne à 2 tonnes de matière sèche additionnelle. Donc, c'est le bénéfice qu'on a en prenant une troisième coupe la première année de production. Par contre, déjà la deuxième année de production, on commence à avoir un effet des traitements de coupe. Lorsqu'on a pris une troisième coupe à 400 degrés-jour de croissance, donc un intervalle relativement court, le rendement annuel en deuxième année de production était déjà inférieur à celui où on avait pris seulement 2 coupes. Par contre, avec des intervalles plus longs, 500 degrés-jour, 600 degrés-jour, on a eu de très bons rendements. Donc, on voit bien que l'intervalle entre les coupes, entre la deuxième et la troisième étant une coupe à l'automne, a un impact important sur le rendement. L'hiver 98-99 a été un hiver difficile à Normandin. Et donc, lorsqu'on avait pris 3 coupes les 2 années précédentes, en 99, tout était mort. Et les seules parcelles où il y avait toujours de la luzerne, c'était celles où on avait pris seulement 2 coupes. Et ce qui est présenté ici, c'est le rendement de la première coupe. Donc, on avait un très bon rendement de luzerne où on avait pris 2 coupes. Par contre, où on avait pris 3 coupes, il ne restait plus de luzerne en 1999. Donc, ça montre bien l'impact d'une coupe à l'automne. Dans certains cas, ça peut avoir un impact très négatif. Et dans d'autres cas, ça peut tout simplement réduire le rendement. Juste pour votre information, j'ai pris les résultats d'une étude semblable qui avait été faite quelques années auparavant dans les Maritimes. C'est un essai qui était en Nouvelle-Écosse, à Truro, semis 92, cultivar Apica. Première année de production en 93, on voit toujours le gain qu'on peut faire avec une coupe à l'automne, 1,5 tonne à 2 tonnes de matière sèche. Deuxième année de production en 94, déjà, on voit l'effet de la coupe à l'automne sur le rendement annuel. Et on voit bien l'effet de l'intervalle de coupe. Si on augmente l'intervalle, on augmente le rendement. Et en 95, la même chose, moins de rendement avec 3 coupes, mais le rendement augmente si on augmente l'intervalle. Et finalement, un essai charlatan, toujours un petit peu le même profil, les mêmes traitements, augmentation de 1,5 tonne à 2 tonnes de rendement la première année de production avec une coupe à l'automne. Deuxième année, on voit que le bénéfice se diminue. Et en troisième année, le bénéfice, il n'y en a presque plus, sauf si on a un intervalle très long entre la deuxième et la troisième coupe. Donc, je vais présenter ces 3 exemples-là pour vous donner un petit peu la gamme de réponses qu'on peut avoir à une coupe à l'automne. Et ces réponses-là dépendent en fait de 2 choses, du cycle des réserves ou de l'accumulation des réserves dans les racines, et aussi de la température du sol et de l'accumulation de neige. Pour les réserves dans les racines, à Québec, on avait fait une étude avec mes collègues dans laquelle on avait regardé les réserves carbonées, donc les sucres qu'on retrouve dans les racines, à partir du 1er août jusqu'au 1er avril, donc en traversant tout l'automne et l'hiver, avec les mêmes régies de coupe dont je vous ai parlé dans les diapositives précédentes. Donc, la courbe en noir représente une situation où on prend seulement 2 coupes, avec une deuxième coupe, dans ce cas-là, le 7 août. Et après, on n'a pas retouché à la luzerne, on a laissé aller. Donc, on voit l'accumulation des réserves jusqu'à un maximum au début de l'hiver. Et ensuite, évidemment, une diminution au cours de l'hiver parce que les racines continuent à respirer, donc elles utilisent une partie des sucres. Mais avec un bon niveau de réserve à la fin de l'hiver. Par contre, si on prend une troisième coupe à 400 degrés jour, donc la ligne en bleu, on voit que l'accumulation de réserve est beaucoup moins importante et qu'on arrive à la fin de l'hiver avec beaucoup moins de réserves pour assurer le regain. Et si on allonge l'intervalle entre les coupes, donc si on va à 500 degrés jour avec la ligne en vert ou à 600 degrés jour avec la ligne en rouge, on voit qu'on accumule plus de sucre, donc ce qui devrait nous assurer de meilleures chances d'avoir une bonne survie à l'hiver et un meilleur regain le printemps suivant. L'autre élément important, c'est la température du sol et c'est en lien avec la couverture de neige. Le même essai qu'on avait en Normandin, on l'avait aussi à Pintan dans la région de Québec et dans ce cas-là, il n'y avait pas eu de mortalité importante au cours de l'hiver 98-99.
Mais à Normandin, là où on avait pris 3 coupes, donc c'est la ligne du bas complètement, on voit bien que la température du sol est descendue, lorsqu'on avait pris 3 coupes, autour de moins 12 ou moins 13 degrés Celsius, ce qui peut être dommageable pour la luzerne. Par contre, lorsqu'on avait pris 2 coupes, la température du sol est restée autour du point de congélation, ce qui est tout à fait confortable pour la luzerne au cours de l'hiver. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec 3 coupes plutôt que 2, dans ce cas-là, à Normandin, il y avait sans doute moins de neige au sol, donc moins de chaume pour accumuler la neige. La température du sol a descendu et on a eu plus de mortalité. Juste un petit point rapide, je pensais que c'était intéressant de mentionner, lorsqu'on prend une coupe à l'automne, il peut y avoir un avantage en termes de valeur nutritive. Et Renal Drapeau avait fait une étude dans laquelle il regardait la teneur en sucre dans la fécule élevée au cours de l'automne à différentes dates. Et on voit bien que si on retarde la coupe à l'automne, dans le cas de la fécule, la teneur en sucre augmente énormément. Donc, il peut y avoir un avantage d'une coupe à l'automne en termes de valeur nutritive. Donc, je vais résumer un petit peu ce qu'on a vu à travers des tableaux, des graphiques. Je vais le résumer ici en éléments peut-être d'aide à la décision pour décider combien de coupes et quand est-ce qu'on doit prendre nos coupes. Une coupe additionnelle, oui, mais si on prend une coupe additionnelle, il ne faut pas s'attendre nécessairement à avoir plus de rendement. Chaptaille en a parlé dans sa présentation, puis on l'a vu avec les résultats que je vous ai présentés. Donc, une coupe additionnelle, ça ne veut pas dire nécessairement plus de rendement. Et les raisons pour ça, c'est qu'à chacune des coupes, si on a des intervalles courts, on va diminuer le rendement. Aussi, si on a des intervalles courts et une plus grande fréquence de coupe, on risque d'affaiblir, souvent on parle de la luzerne, mais aussi d'autres espèces fourragères, il y a plus de risques de mortalité. Et si on veut prendre une coupe additionnelle, il est peut-être important au moins de s'assurer qu'à une des coupes, on aille un peu plus loin en termes de développement puis qu'on laisse aller au stade floraison. Donc, pas nécessairement plus de rendement et dans plusieurs cas moins de rendement. Par contre, évidemment, une meilleure valeur nutritive, meilleure digestibilité et des teneurs en fibres plus faibles. Début bouton ou début floraison, c'est sûr que si on prend la première coupe au stade début bouton, on a de meilleures chances d'avoir une meilleure valeur nutritive sur l'ensemble de la saison. Par contre, on risque d'avoir moins de rendement, sauf si on s'assure d'avoir des intervalles plus longs entre la première et la deuxième et la troisième, donc des intervalles plus longs dans les coupes subséquentes. Coupe à l'automne, c'est sûr que si vous prenez une coupe à l'automne, il y a plus de risques de dommages hivernaux. Ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir, mais il y a plus de risques d'en avoir. Si vous voulez prendre une coupe à l'automne parce que la croissance est bonne et que vous avez besoin du fourrage, à ce moment-là, il est peut-être préférable de s'assurer d'avoir un intervalle assez long entre la coupe à l'automne et la coupe précédente. On parle souvent de 500 degrés jour ou 50 jours, au moins le stade début floraison dans le cas de la luzerne. Mais si vous prenez une coupe à l'automne, il faut s'assurer d'avoir des cultivars qui sont tolérants aux stress hivernaux. Et ça, pour avoir des cultivars qui sont tolérants aux stress hivernaux, il vaut mieux choisir des cultivars qui sont recommandés au Québec, parce qu'ils ont été testés sous les conditions québécoises. S'assurer que le potassium du sol, il y en a suffisamment qui est disponible pour la survie hivernale. Et ensuite, vous croisez les doigts et espérez que l'hiver va être neigeux, sans redoux et sans pluie. J'ai parlé plutôt de la période critique de repos automnal comme étant un élément qui a beaucoup été utilisé en termes de gestion de coupe à l'automne. J'aime plutôt parler d'échelle de risque. Je pense qu'elle donne un peu plus de flexibilité. Si vous voulez minimiser les risques d'avoir des pertes à l'hiver, il vaut mieux prendre ne pas prendre de coupe à l'automne. Le niveau suivant de risque, c'est d'en prendre une après le premier gel meurtrier. Ce n'est pas sans risque non plus parce que si on enlève toute la végétation, il va rester moins d'accumulation de neige qui va se faire, donc ça représente aussi un petit risque. Sinon, attendre au moins 50 jours à partir de la coupe précédente ou atteindre au moins le stade début floraison. Et là, si vous voulez prendre beaucoup de risques, mais vous faites ça, vous prenez une coupe automnale sans égard au stade de croissance ou avec moins de 50 jours après la coupe précédente. Donc, il n'y a pas de recette unique dans la gestion de coupe. Il faut, je pense, prendre en compte les objectifs de production que vous avez. Si votre objectif, c'est la valeur nutritive et que c'est l'élément central, à ce moment-là, vous pouvez prendre des coupes au stade début bouton, sachant bien que vous allez perdre en termes de rendement et sans doute en termes de persistance. Si vous avez un objectif un peu intermédiaire qui est d'avoir un bon rendement, une bonne valeur nutritive, une stratégie qui peut être intéressante, c'est de prendre une première coupe au stade bouton, mais de prendre les coupes subséquentes au stade début floraison.
Finalement, si votre objectif, c'est la persistance et le rendement et que la valeur nutritive, c'est moins important pour vous, à ce moment-là, on peut prendre toutes les coupes au stade début floraison. Dans les résultats que j'ai présentés, j'ai présenté surtout des résultats sur des monocultures, luzerne, fétuque et trèfle, et fléole. Dans le cas de mélange légumineuse-graminée, la gestion de coupe va se faire en fonction de la légumineuse et on espère à ce moment-là que vous allez avoir une graminée, que vous allez choisir une graminée en fonction des objectifs de production et de la stratégie de coupe que vous allez avoir. Donc, si l'objectif, c'est de la valeur nutritive élevée avec des coupes fréquentes, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux y aller avec le dactyle ou la fétuque élevée. Par contre, si l'objectif est la persistance et le rendement, peut-être des espèces comme la fléole et le brome des prés avec la luzerne, c'est des espèces qui sont plus souhaitables. Donc, j'ai parlé des 3 premières questions, le nombre de coupes, début bouton, début floraison, et la coupe à l'automne. Je vais parler rapidement de la hauteur de coupe. Il n'y a pas beaucoup de résultats au Québec sur l'impact de la hauteur de coupe sur le rendement et la qualité. La meilleure étude que j'ai trouvée, c'est une qui était faite au Wisconsin, dans laquelle on a regardé l'impact de la réduction de la hauteur de coupe sur le rendement et la qualité de la luzerne. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour le rendement, si on diminue d'1 centimètre la hauteur de coupe, on peut s'attendre à avoir une augmentation de rendement de 0,1 à 0,4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et par contre, on va avoir une valeur nutritive inférieure parce qu'on va récolter davantage de tiges et les tiges sont moins nutritives que les feuilles. Ce qu'ils ont aussi trouvé, c'est qu'en proportion, l'impact était plus important sur le rendement que sur la valeur nutritive, de telle sorte que si on prend les 2 facteurs en compte, rendement et valeur nutritive, et qu'on utilise un modèle relativement simple pour prédire la production de lait à partir de ce fourrage-là, les collègues du Wisconsin ont établi qu'en réduisant la hauteur de coupe de 1 cm, on pouvait aller chercher jusqu'à 400 kg de lait de plus à l'hectare. Je dis bien jusqu'à parce que ce n'est pas le cas dans toutes les études qu'ils ont faites. Par contre, ce qu'ils nous disent très bien aussi à partir de leur étude, c'est qu'il faut éviter de réduire la hauteur de coupe à des hauteurs trop basses lorsqu'on a des champs avec des stress hydriques ou encore lorsqu'on a une stratégie de coupe qui vise des coupes fréquentes et hâtives. Par contre, à l'automne, si vous voulez prendre une coupe à l'automne, il est sans doute préférable à ce moment-là d'augmenter la hauteur de coupe pour s'assurer d'avoir un chaume suffisant qui va assurer une bonne accumulation de neige et donc une meilleure survie à l'hiver. Et évidemment, si on réduit la hauteur de coupe, il faut faire attention pour ne pas endommager les plantes, faire attention évidemment pour ne pas endommager la machinerie avec les roches et, si possible, éviter la contamination par le sol. Si vous avez des fourrages qui dosent 12 ou 14 de cendres, ça veut dire qu'il y a sans doute du sol qui s'est ramassé dans votre fourrage. Donc, c'est des points auxquels il faut faire attention par rapport à la hauteur de coupe. Donc, en terminant, je vais parler rapidement d'outils d'aide à la décision. Quels sont les outils qu'on a pour nous aider à décider quand est-ce qu'on devrait récolter? Évidemment, ce qu'on utilise beaucoup, qui est toujours beaucoup utilisé, c'est les stades de développement. Donc, les recommandations de gestion de coupe sont toujours basées sur les stades de développement, floraison, bouton, j'en ai parlé pendant la présentation. Il y a des nouveaux outils qui s'en viennent. On peut parler de la hauteur de la culture, il y a la méthode PIC, je vais en parler un peu plus. Les degrés jours de croissance, avec l'information qui est de plus en plus disponible sur Internet avec le site Agrométéo Québec. La méthode PIC, c'est une méthode qui a été développée aux États-Unis, à partir de laquelle on a établi une bonne relation entre la hauteur de la luzerne et le stade de développement des tiges, avec la teneur en fibres NDF. Donc, il y a une assez bonne relation qui a été établie. Donc, à partir de ça, on peut, en allant mesurer au champ la hauteur de la luzerne, avoir une idée relativement précise de la teneur en NDF. Donc, ça peut être un outil qu'on peut utiliser pour mieux gérer, mieux déterminer quand est-ce qu'on devrait prendre une coupe. L'outil est en cours de validation au Québec. Les équations, comme je l'ai dit, ont été développées aux États-Unis. Donc, il faut les valider pour les situations de sol et de climat qu'on a ici au Québec. L'autre outil qui peut être intéressant à utiliser, c'est les degrés jours de croissance. Encore là, il y a une bonne relation entre les degrés jours de croissance, les stades de développement et la valeur nutritive des fourrages. Donc, ça peut être un outil intéressant à utiliser pour déterminer quand est-ce qu'on devrait les récolter.
Ça, c'est une image qu'on a prise sur Agro Météo Québec. Donc, c'est l'information qui est disponible maintenant. Vous pouvez suivre en temps réel les degrés jours de croissance dans votre région. Et je sais qu'on travaille, mes collègues travaillent pour développer des outils encore plus spécifiques pour les plantes fourragères pour le site. Donc, en terminant, j'essaie de vous donner l'information sur la gestion des coupes pour mieux vous aider à prendre de bonnes décisions sur quand est-ce couper les différentes espèces fourragères et de telle façon que vous puissiez choisir les outils qui sont les mieux adaptés à vos besoins et aussi à votre entreprise. Donc, merci. Merci, Gilles. On est un peu en retard dans l'horaire. On aurait le temps pour une question de la salle. On en prend une en web diffusion. Est-ce possible? On verra. C'est la longueur de la réponse. OK. Je voulais savoir, vous avez calculé les rendements et la digestibilité. Quand vous faites le calcul au bout de 3 ans au niveau rendement protéines, est-ce que ça donne... parce que là, on n'a pas ça ici, l'information sur la quantité de protéines qui est produite au bout de 3 ans. Est-ce que vous avez regardé ça dans vos... Non, on n'a pas regardé ça spécifiquement. Dans ces études-là, on s'est attardé surtout à la digestibilité, teneur en fibres, rendement. On peut penser que j'aime pas tellement raisonner en termes de rendement en protéines ou même en termes de rendement digestif. J'ai l'impression que les vaches ne mangent pas du rendement digestif. Elles mangent du fourrage qui a une qualité donnée, donc une densité d'énergie. Donc, j'aime pas tellement raisonner en termes de rendement en protéines ou même de rendement digestif. Donc, je préfère parler un peu de relation rendement-qualité parce que c'est ce que l'animal voit, en fait. Et dans ce cas-là, on n'a pas regardé. Je suis certain qu'on a dû faire les teneurs en protéines, là, mais je ne les ai pas en tête là, pour ces essais-là. Puis on n'a pas calculé ce que vous mentionnez, le rendement en protéines. Merci. Alors, on a eu une réponse assez brève. Alors, on peut y aller avec une question du web. Oui, excellent. Donc, concernant les prairies de graminées, les champs purs, on veut savoir s'il y a des dates limites à respecter pour la dernière coupe et si le nombre de coupes a aussi un impact sur le rendement l'année suivante. Il y a moins de travaux qui ont été faits sur les graminées. La plupart des travaux qui ont été faits, comme j'ai dit plus tôt, c'est sur la luzerne, en ce qui a trait à la période de l'automne, quand est-ce qu'on peut récolter. Toutes les espèces fourragères qu'on a, qui sont des espèces fourragères pérennes, sont tous un peu sensibles, évidemment, à l'hiver, aux conditions hivernales. Ils ont tous besoin de réserve pour leur regain le printemps suivant. Donc, ils sont tous sensibles à ce qu'on va faire à l'automne. Il y en a qui le sont moins que d'autres. Sans doute, la luzerne, le dactyle est une espèce très sensible à l'hiver, donc la régie à l'automne est sans doute plus importante. On a vu que l'intensité de coupe, dans le cas de la fée de sucre, ça avait aussi un impact sur au moins le regain, parce qu'on voyait que le rendement diminuait avec le temps. Donc, toutes les espèces sont sensibles à ce qu'on fait à l'hiver, à ce qu'on fait à l'automne, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur... donc, je dirais qu'il faut, en général, s'assurer qu'il y a des bonnes périodes de regain avant l'hiver pour toutes les espèces fourragères. Il y en a qui sont moins sensibles que d'autres, mais je n'ai pas plus d'informations spécifiques quant aux graminées fourragères, des informations comme on a, entre autres, pour la luzerne, qui sont beaucoup plus détaillées. Merci beaucoup, Gilles.